My name is Willy de Backer. I have a background and expertise as a European journalist, working also for about 30 years now in European policies, in Brussels, European Parliament, as well as a journalist. I'm also a professional moderator, having been in lots of capitals of the European Union, but also in Brussels, of course, moderating a lot of these kind of debates. I also was the rédacteur en chef for about 7 years and co-founder of an electronic press media in Brussels called Euractiv.com, which also has a Euractiv.fr in the family. And some people might know it. It's all about European policies. And so my angle today will also a lot be on the competitiveness and what the European Union can do in this perspective. I have worked as a journalist particularly on issues related to energy, transport, climate change, and sustainability, and you will see that a lot of my questions will go in that direction. Also because I was very particularly struck this morning by the presentation of our colleague from Deloitte, who for me kind of indicated that maybe consumers are still a little bit conservative, but there is not only a mutation coming, I think, for your sector, but a real revolution, if I look at some of the trends that he has described. And I think what we're going to discuss here is in how far the European car makers and your suppliers are ready for this revolution and how this actually is in line with your ideas about competitiveness. We will hear in this workshop from 4 high-level industry leaders about what they are doing in terms of positioning themselves better in the European, but also, of course, in the global market. And I think also I'd like to hear from them later what they're expecting from maybe their national governments, but also from the European Commission and the European Parliament in terms of what they could do to help them with competitiveness for the European car industry. The format of this workshop will be as follows. We will start off, after I have presented the 4 speakers around me here, we will start off with a presentation that each of them will do for about 7 minutes, 7 to 8 minutes. I can be a little bit flexible, but I will have to be impolite when they go over 10 minutes for sure, and that's my role, so I will have to do that. My apologies for that beforehand, but that's, as I said, my responsibility. After their introductions, I will ask 1 or 2 questions to introduce the debate also amongst them, so they can react to what each of them has come up with as ideas for competitiveness and for their particular area. And then I hope to be as soon as possible to go to you, the audience, because you're much more expert than I am. So I hope that you can come up with a lot of better questions than I can do, and hopefully can actually get some of the speakers here out of their comfort zone and let them think about the competitiveness. I will start my introduction of the 4 speakers. I will do that just one after the other. I'm not going to give you a long speech. I hope that in your map you got some CVs of the speakers. If not, my apologies for that, but I will try to keep the time short of my introduction. We'll start with Monsieur Didier Leroy, who is at my left side. He's President and CEO of Toyota Motor Europe. Next to him is Monsieur Gérard Leclerc, who's Director of Operations France for Renault. Then we have at my extreme right here, Monsieur François Salamon, who is President of Creatic Technology, if I understand well, a supplier of electronic solutions for the automotive industry. And last but not least, Monsieur Laurent Michaud, Vice President, Group Customer Strategy for Faurecia, an international manufacturer of automotive parts. So the suppliers are on my right side, the producers are over here, and I think it will be, in that sense, a quite interesting debate because you will have the whole value chain covered. So, first of all, in 7 minutes, I will start with Monsieur Leroy. Monsieur Leroy, can you kind of present Toyota, although I think Toyota doesn't need any presentation or introduction, but could you give us an idea of what your company is doing in terms of competitiveness? Thank you. Ok, merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors effectivement, je ne vais pas présenter l'ensemble de Toyota, mais simplement vous dire 2 mots sur Toyota en Europe déjà.
parce que ce n'est pas forcément quelque chose de très connu. En Europe, nous avons 9 usines de production. On a 34 distributeurs qui couvrent 56 pays. On a un centre de recherche et développement, on a un peu plus de 600 personnes à Bruxelles. On a un centre d'ingénierie aussi relativement important sur Bruxelles, la direction centrale des achats. La logistique, la qualité, toutes les fonctions centralisées se trouvent aussi sur Bruxelles, ce qui représente sur l'ensemble de l'Europe quelque chose de l'ordre de 21 000 personnes travaillant pour Toyota. J'ai pour ma part une deuxième responsabilité, en plus de président donc, de cette société pour l'Europe. Je passe une semaine par mois au Japon et avec cette responsabilité au Japon, j'ai une autre casquette, comme je dis, qui est la casquette de CEO de la région Europe, vue par Toyota Japon, où là viennent se rajouter à cette activité dont je viens de parler le centre de design de Sophia Antipolis, l'activité de sport automobile que nous avons en Allemagne et notre activité bancaire et assurance. Alors, si j'essaie de rentrer directement dans le vif du sujet, on s'est tous dit, et vous l'avez vu ce matin déjà, qu'il est de manière évidente que le monde change, que dans ce marché qui devient de plus en plus global, il y a 4 grandes ruptures majeures. En tout cas, nous, chez Toyota, nous avons essayé de les classer en 4 ruptures majeures. Une rupture technologique, une rupture réglementaire et politique environnementale, une rupture sociale et culturelle et une 4e rupture qui est liée aux grands équilibres économiques du monde vers les pays, enfin rééquilibrage du monde vers les pays émergents. Rupture technologique, pour aller très vite, vous prenez cette photo, c'est notre dernier stand au Salon de Francfort. Le stand au Salon de Francfort, nous avons mis exclusivement du véhicule hybride sur ce stand. Je vous rappelle qu'en 1997, quand on a introduit la première Prius hybride, ça a beaucoup fait rigoler beaucoup de nos concurrents. En 2013, tout le monde fait de l'hybride. Nous, on en a tout simplement déjà vendu 5,5 millions. Donc, on a un petit peu d'avance sur le sujet. Le point suivant, la deuxième rupture, la rupture réglementaire et concernant les politiques environnementales. On l'a dit aussi ce matin, de manière très évidente, l'Europe est vraiment leader sur le sujet. Les législateurs européens sont certainement les plus exigeants au monde dans ce domaine. Et puis la Commission européenne a vraiment des objectifs très ambitieux. 20% de réduction de la consommation d'énergie, 20% de réduction des gaz à effet de serre, 20% de réduction d'utilisation d'énergie renouvelable, pardon, pas de réduction, mais de 20% d'utilisation d'énergie renouvelable à l'échéance 2020. Ce sont des objectifs extrêmement ambitieux et on verra que ça a un impact majeur dans notre industrie. Troisième grande rupture, c'est l'évolution culturelle et sociale et son impact sur les attentes et les comportements des consommateurs. Un premier petit commentaire qui, je pense, est intéressant, c'est quand vous posez la question aujourd'hui au public en disant « mais finalement, qu'est-ce que vous considérez comme étant la première responsabilité d'une grande entreprise en Europe aujourd'hui ?» 2 tiers des consommateurs répondent à la responsabilité environnementale, le respect de l'environnement. 2 tiers des gens répondent ça comme étant la première priorité d'une entreprise. Deuxième élément, on a un peu parlé marketing aussi ce matin. On sait que les consommateurs sont de moins en moins fidèles à une marque. On sait qu'ils zappent extrêmement rapidement d'une marque à l'autre. Et surtout, ils font beaucoup plus confiance à ce qu'ils peuvent lire sur les réseaux sociaux qu'à ce que les producteurs, que ce soit automobiles ou autres, puis peuvent communiquer. Donc la confiance, on ne la fait pas dans ce que la marque raconte, mais dans ce que les réseaux sociaux disent et ses pairs peuvent dire à un moment donné autour d'un produit. Et une autre remarque relativement intéressante aujourd'hui, c'est de se dire que vous prenez un marché comme l'Amérique du Nord, il y a à peu près 20 millions d'Américains qui, chaque semaine, postent sur le net un avis sur un produit. Et je peux vous dire qu'il est beaucoup plus écouté que ce que nous pouvons raconter. Et ça aussi, c'est une révolution dans notre démarche de marketing. 4e rupture, le rééquilibrage macroéconomique du monde vers les pays émergents. Il y a encore de très très beaux jours dans l'industrie automobile au niveau de la planète, mais il faut être conscient que la croissance ne va pas forcément venir d'ici. Alors, qu'est-ce que nous faisons à l'intérieur d'une société comme Toyota pour anticiper ce changement? Premièrement, parce que le monde évolue, parce que les attentes des clients évoluent de manière aussi très importante, on se positionne beaucoup plus comme un fournisseur de mobilité au sens large, plutôt que simplement un producteur de voitures. Deuxième élément, nous nous concentrons sur une régionalisation des responsabilités qui permet donc d'être beaucoup plus agile et de répondre beaucoup plus rapidement aux attentes des clients et à l'évolution des attentes des clients. Donc, pour nous, ici, sur l'Europe, puisqu'on parle de la compétitivité de l'industrie européenne, eh bien, nous produisons en Europe essentiellement pour le marché européen. Nous avons positionné
une carte de la future mobilité avec une logique extrêmement simple, qui paraît extrêmement basique, qui est de dire, eh bien, produisons la bonne voiture au bon endroit, au bon moment. Et à partir de ce moment-là, on a une carte de la mobilité dans laquelle vous retrouvez de la mobilité électrique pour la partie urbaine, vous retrouvez de la mobilité en pile à combustible pour les longues distances ou les véhicules un peu plus importants, et puis vous avez un pavé extrêmement important sur la partie centrale, et ce matin on en a déjà parlé dans l'étude de Deloitte, et bien sur la partie hybride et hybride rechargeable, qui est aujourd'hui, je dirais, le meilleur des deux mondes entre la liberté que représente une voiture au sens large et l'autonomie urbaine en version complètement électrique. On travaille également sur un autre sujet qu'on appelle les smart grids, donc sur la gestion des flux d'informations et l'utilisation du courant électrique de manière optimale au niveau global. Donc Toyota fabrique aussi des maisons. On en a aujourd'hui, on a commencé à en faire au Japon, on en fait quelques-unes aux États-Unis, dans lesquelles on gère à la fois les flux d'informations et les flux énergétiques. Je vous ai parlé de régionalisation, ça veut dire qu'on donne beaucoup plus de pouvoir aux régions. L'Europe est en charge de définir les segments A, B et C, donc entrée de gamme, entrée de gamme, petite voiture et milieu de gamme pour le futur. Et nous sommes en charge de cette définition pour l'ensemble de la planète. Et pourquoi? Parce que c'est là que se trouve le marché le plus important au niveau mondial. Et puis, la vraie question que l'on se pose par rapport à tout ça, c'est comment être compétitif. Et on a encore entendu ce matin, on parle très souvent de dire attention, il faut de la recherche et développement. C'est clair, mais n'oubliez pas que tous vos enfants, mes enfants, vos enfants, ne vont pas tous travailler dans un centre de recherche et développement. Donc on a besoin d'avoir une recherche et développement et de l'activité industrielle. On a trop longtemps pensé qu'avec la recherche et développement, on allait avoir la solution et la panacée universelle par rapport à tout ça. Ce n'est pas ça qui règle le problème d'emploi, ce n'est pas ça qui reste que le problème de la société sur le futur. Et la compétitivité dans l'activité industrielle, on la retrouve sur l'innovation managériale. On parle toujours de R&D, mais où est l'innovation managériale et l'innovation technologique telle qu'on peut parfois l'apporter? Alors, juste pour conclure, pourquoi l'Europe? Quand certains, j'ai presque envie de dire beaucoup de nos concurrents partent, quand effectivement on se pose la question en disant mais finalement pourquoi vous Toyota aujourd'hui, pourquoi êtes-vous en Europe? Et puis surtout pourquoi allons-nous y rester? La première raison, c'est parce que même si le marché aujourd'hui a considérablement baissé, même si le marché de l'Europe de l'Ouest et Europe centrale est aux alentours de 14 millions, 17,7 millions si vous prenez l'Europe un peu élargie, donc en y intégrant la première partie de la Russie, je dirais jusqu'à Moscou, eh bien vous vous apercevez que ça reste un très gros marché mondial. Et ça va le rester. Parce qu'aujourd'hui, toutes les prévisions, même si la croissance est faible, toutes les prévisions sur 2014, 2015, 2016, 2017 sont systématiquement des prévisions plus optimistes que ce que nous avons aujourd'hui. Une croissance extrêmement faible, mais une croissance. Donc, ça va rester un très gros marché. Deuxième raison essentielle, parce que l'Europe est au cœur de l'activité automobile. C'est ici que l'automobile a été créée, et c'est ici qu'on retrouve aussi les meilleurs, ou parmi les meilleurs équipementiers, en termes d'innovation et en termes de qualité. Et pour nous, Toyota, nous travaillons avec des méga fournisseurs européens qui livrent aujourd'hui le Japon. Et je me rappelle qu'un certain nombre d'entre eux me disaient dans le passé, oui, mais bon, attends, on va avoir un petit marché, mais de toute façon, un jour ou l'autre, ça va repartir au Japon. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux sont fournisseurs de voitures produites au Japon, à partir de l'Europe. Et puis, ces mêmes fournisseurs, grands ou petits, ce n'est pas forcément uniquement les grands, possèdent un très fort savoir-faire en termes de technologie. Et puis, le troisième critère, c'est simplement que l'Europe, c'est vraiment le fast track en termes d'évolution réglementaire sur la sécurité, sur l'environnement, et le fait d'être compétitif, de produire ici, de se battre ici avec les constructeurs locaux, eh bien, nous apprend aussi à comment anticiper ce qui va se passer sur le reste de la planète. Voilà tout simplement pourquoi on est en Europe. Et si j'essaie de résumer juste avant de conclure, donc si j'essaie de résumer la stratégie de Toyota au niveau global, c'est de dire, dans chaque région du monde, on doit être un producteur local et on doit contribuer à la société locale. Comme beaucoup commencent à se dire, ah ben oui, mais finalement c'est très important d'être un constructeur local. Oui, c'est important, ça fait longtemps qu'on l'a compris, d'autres le découvrent aujourd'hui, et ça deviendra de plus en plus important d'être perçu comme étant une entreprise qui produit localement. Notre stratégie, c'est de produire en Europe des véhicules pour l'Europe, et pas de focaliser
à comment optimiser à très court terme nos coûts et maximiser le produit à très court terme, maximiser le profit à très court terme, en essayant d'utiliser un certain nombre de pays à bas coût. Notre logique est très simple, nous devons être compétitifs partout, quel que soit l'endroit où on est dans le monde. Et pour produire localement de manière compétitive, eh bien, on a choisi 4 piliers. On peut en avoir plein d'autres, mais nous avons choisi 4 piliers. Apporter le bon produit, développer localement pour être capable de répondre très vite à l'évolution des attentes des clients. Pas tout à fait d'accord avec ce qu'on a dit ce matin quand on dit que finalement il faut réagir aux attentes des clients. Je vous rappelle que la définition d'Apple, c'est vous faire payer très cher un produit dont vous n'avez absolument pas besoin. Donc c'est quand même ça la définition. Et on en a tout ça dans la poche, enfin beaucoup d'entre nous, en tout cas moi je fais partie de ceux qui malheureusement en ont acheté un aussi. Donc on a aussi dans notre rôle le besoin de créer justement ce besoin auprès du client final et d'être capable d'anticiper par rapport à tout cela. Et ça, il faut le vivre en étant sur place. Voilà pourquoi nous apportons et nous essayons d'apporter le bon produit au bon moment. Deuxièmement, introduire des technologies innovantes. On a parlé ce matin de la Yaris hybride. La Yaris hybride est produite en Europe, pour l'Europe. Il n'y a pas de Yaris hybride en dehors de l'Europe. Il n'y en a pas. Donc c'est vraiment apporter la technologie innovante là où elle est nécessaire pour le client, et c'est le cas pour l'Europe. L'Auris hybride qui est produite en Grande-Bretagne, c'est exclusivement pour l'Europe et produite uniquement en Europe également. Pensez le client d'abord dans tout ce que nous faisons et rendre l'expérience du client unique avec notre marque. Je suis sûr que si on fait le tour de chacun d'entre vous ici dans cette salle, on va trouver des tas de gens qui ne sont pas contents de leur concessionnaire, et parfois même des concessionnaires Toyota ou Lexus, il n'y a pas de différence. Mais on va la créer, la différence. Donc, comment rendre votre expérience unique quand vous êtes avec une marque? Et puis, rien n'est possible sans un engagement fort de la part de nos employés. Donc, comment apporter aussi ce que j'appelle de l'innovation managériale? Changer les choses, être capable d'avoir un mode de relation complètement différent dans la société. Ce n'est pas facile. Et je ne vous garantis pas qu'on réussit. Je ne vous garantis pas qu'on réussit partout. On a parfois de grandes difficultés. On a parfois des organisations syndicales qui nous disent « Ouais, mais c'est pas vrai tout ça, quoi. Pas possible. Pas possible. Vous ne pouvez pas être différent des autres. » Ben si, il faut être différent. Et ce que j'appelle le New Social Deal sur le transparent, c'est ça. C'est être capable de montrer que parfois, dans une région, dans une partie du monde, on est capable d'avoir un mode de relation différent qui nous permet de contribuer globalement à la compétitivité. Alors, une dernière phrase. On n'a pas de secret. Si certains d'entre vous me disent « Ouais, mais alors c'est quoi le secret ?» Ben, premièrement, s'il y en avait vraiment un, je peux vous garantir que tout le monde l'aurait déjà découvert, parce qu'on n'est pas une société complètement fermée et secrète qui ne s'ouvre pas vers l'extérieur. Donc, il n'y a pas de secret. On n'a pas la prétention de pouvoir donner des leçons à qui que ce soit. On n'a pas la prétention de faire mieux que les autres. On a simplement une motivation très forte d'être compétitif et d'être compétitif ici. Merci. Merci beaucoup, Michel Leroy, for this very interesting, I think, opening where you really have set the scene of what the challenges are that are coming to Toyota, but not only Toyota, in terms of competitiveness. For Renault now, Monsieur Gérard Leclerc, can I invite you to come and see if you are in line with what your colleague said, or maybe Toyota has other emphasis or other thinking about this? Thank you. Bien, merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas faire trop de redites par rapport à ce qui a été dit à la fois ce matin et à l'instant par Didier Leroy. On est sur un thème important qui est booster la compétitivité européenne dans le marché automobile mondial. J'ai voulu simplement préciser, booster la compétitivité européenne, bien sûr, mais finalement, je crois qu'on est à peu près tous d'accord, en tout cas c'est ce que vient de dire Didier Leroy, parlant de l'industrie automobile en Europe, globalement, on peut dire on fabrique en Europe pour l'Europe, et je crois que c'est beaucoup ce qu'il faut avoir en tête. Je veux parler des constructeurs automobiles, les OEM, c'est-à-dire des fabricants d'automobiles. Pour ce qui concerne les équipementiers, là aussi ça a été dit, la base européenne de fabrication d'automobiles est un excellent point d'appui pour les équipementiers qui peuvent, en Europe, fabriquer des équipements qui peuvent s'exporter. Je parle des équipements qui ne sont pas encombrants, qui ne sont pas massifs, qui se transportent facilement. Et donc, la compétitivité européenne se situe à ce niveau-là, à être capable d'avoir une base automobile en Europe pour l'Europe, et favorisant l'émergence ou l'avenir des équipementiers qui sont capables de produire pour le monde entier.
J'ai prévu un exposé sans slide, encore une fois, pour essayer de ne pas faire des redites, et peut-être simplement situer d'abord Renault. Renault, globalement, l'entreprise ne se présente pas, donc je ne vais pas vous imposer la présentation globalement du groupe Renault, mais je pense qu'il est utile de donner quelques chiffres et qui montrent bien quelle est la problématique à laquelle nous sommes confrontés. Dans les années 90, si je remonte à pas trop loin, nous étions essentiellement une entreprise française et européenne, un peu internationale. 20% de nos ventes étaient hors d'Europe seulement. Et cette année, depuis l'année dernière, plus de 50% de nos ventes sont hors d'Europe. C'est dire la mutation de Renault. Et je veux dire fort heureusement que Renault a cette empreinte internationale qui permet d'assurer finalement le meilleur équilibre possible, parce que si on ne regarde que la partie européenne, Renault serait en grande difficulté s'il n'y avait que ce point d'appui. Et fort heureusement, avec notre alliance avec Nissan, avec l'alliance aussi, sans oublier Avtovaz en Russie, l'ensemble du groupe représente de l'ordre de 8 millions de véhicules annuels. C'est ce qui fait sa solidité, ce qui permet de traverser les tempêtes. Mais on fabrique en Europe pour l'Europe, on fabrique en Asie pour l'Asie, on fabrique en Amérique pour l'Amérique. Alors, l'évolution de Renault s'est traduite par une empreinte européenne moins forte, avec quand même au fil de la crise une grande difficulté. C'est à travers cette crise qui se traduit en 2003-2004, nous produisions encore en France 1 300 000 véhicules ou pas loin. L'année dernière et cette année, nous produisons 500 000 véhicules. 1,3 million 500 000 véhicules en une dizaine d'années. C'est un effondrement considérable et c'est bien la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui, c'est comment faire face à cette problématique. Et si je regarde que la France, parce que c'est aussi nous ici à Lille ce qui nous intéresse, nous aurons produit cette année, l'année dernière, en termes de véhicules, on pourrait parler aussi des organes mécaniques, mais concentrons-nous sur les véhicules. 500 000 véhicules dans 5 usines d'assemblage différentes. Dans le même temps, notre partenaire Nissan en Angleterre aura fabriqué un peu plus de 500 000 véhicules, à peu près la même quantité, dans une seule usine. 500 000 véhicules, 5 usines. 500 000 véhicules, une seule usine, et encore, ils sont en train d'upgrader leur usine pour passer à 600 000 véhicules. Je crois que la problématique se situe bien là en Europe, en France, certes, mais globalement en Europe. C'est un marché européen, on l'a vu hier dans la présentation qui a été faite, un marché européen qui s'est écroulé à cause de la crise et qui est passé, en excluant la Russie. Pour ma part, je considère que mettre la Russie dans le marché européen est quand même une analyse un peu biaisée, dans la mesure où on fabrique en Russie pour la Russie, on y entre peu de choses et peu de choses ressortent globalement de la Russie si on regarde globalement. Et si on regarde les croissances futures, la Russie elle est en croissance très nette, elle continuera à être en croissance très nette, l'Europe non. J'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure. L'Europe sera un peu en croissance, on semble avoir touché le fond, mais en croissance relativement faible. En croissance relativement faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer à être positionné sur des surcapacités importantes, qu'il faudra continuer à assumer, et éventuellement faire face à des nouveaux entrants. Je ne parle pas forcément des fabrications au Maroc, je parle des constructeurs internationaux, de taille internationale, qui souhaitent augmenter leur empreinte en Europe et qui peuvent aussi, notamment dans la partie est de l'Europe, développer de nouvelles capacités. Nous sommes structurellement en surcapacité. Des nouvelles capacités risquent de venir, et dans le même temps, nous devons, nous, gérer bien notre situation. Alors, le choix que nous avions fait chez Renault, c'est de se dire, face à cette problématique de surcapacité et cette problématique sociale, rationnellement, si on regarde que d'un point de vue strict industriel et rationnel,
dans nos 5 usines, il aurait fallu en fermer 3, voire 4, pour nous positionner au meilleur niveau de compétitivité, puisque c'est ça, booster la compétitivité en Europe. Booster la compétitivité en Europe, et là je parle de la France, par rapport aux autres constructeurs en Europe. Un peu par rapport à des importations, mais surtout par rapport aux constructeurs en Europe. Et le choix que nous avons fait, c'est de passer par le dialogue social pour arriver à un accord donnant-donnant, dans lequel, finalement, l'enjeu, c'est de dire, là où nous sommes implantés, on conserve le lien social avec les régions, là où sont le personnel avec leurs familles, et on essaie d'obtenir un certain nombre de contreparties qui améliorent notre efficacité, qui ne la met pas au meilleur des niveaux, mais qui la met à un niveau supportable. Et ça se traduit par de la modération salariale, ça se traduit par, bien sûr, un ajustement des effectifs sans plan social, ça se traduit aussi par une régulation sur la quantité de travail, c'est-à-dire le temps de travail, et également avec 2 voies, la qualité de vie au travail, qui permet d'avoir toute l'implication et la motivation du personnel pour arriver au meilleur des résultats, et aussi de bien travailler sur la filière automobile dont la France notamment a bien besoin. Alors peut-être un éclairage, je disais que le marché automobile était à 18 millions de véhicules, ça c'était avant la crise, il est tombé à 13 millions de véhicules. Les projections font que ça ne va pas augmenter très fort, mais je me posais une question en écoutant les exposés ce matin. Il y a la question de la possession des véhicules, location, pas location, partage, pas partage. La question que je n'ai pas entendue, c'est ça va se traduire par quoi en termes de besoin de véhicules? On doit être en Europe à peu près à 650, 680 véhicules pour 1000 habitants. Ça va rester stable? Ça va monter ou ça va décroître? Parce que c'est, quand on parle de compétitivité, on a besoin aussi, nous sommes une industrie de volume, je crois qu'il faut qu'on l'ait en tête, nous sommes une industrie de volume, et comment va-t-on gérer l'ensemble de nos capacités qui sont héritées du passé? Comment va-t-on les gérer dans le futur pour justement avoir cette compétitivité? On est capable d'être compétitif. S'il y avait le poids du passé à assumer, on est capable d'être compétitif. Et la question que vous posiez tout à l'heure, c'est est-ce que les constructeurs sont prêts pour cette évolution? Bien sûr qu'on est prêt pour l'évolution. Toutes les évolutions technologiques, on les a dans les cartons. On étudie, comme le disait Didier tout à l'heure, on a les centres de recherche dans les régions où on produit. C'est obligatoire. On ne peut pas penser pour l'Inde depuis la France. Mais donc ces évolutions technologiques, on les possède. Mais la question, c'est ça va se traduire comment dans nos usines et dans nos installations de production? Est-ce que ça va nous permettre de nous redresser et d'utiliser nos capacités, ou est-ce que ça va nous amener à avoir encore moins de volume qui va accroître nos difficultés? Donc voilà la problématique que je voulais poser, et j'en resterai là pour ne pas être trop long. Je suis persuadé que la région Nord-Pas-de-Calais a beaucoup d'atouts, on l'a vu tout à l'heure. C'est une singularité par rapport aux usines et également à la population. Je crois que la région Nord-Pas-de-Calais a beaucoup d'atouts. Le marché, je pense, va repartir, si ce n'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une opportunité pour le futur proche dans notre région. Merci. Merci bien, Monsieur Leclerc. I think it's interesting to see that you mentioned the last point about your industry being an industry de volume. And whereas I heard from your colleague from Toyota that your colleague or Toyota, and maybe they also want it for the other car makers, want to become an industry of mobility. And I wonder if this tension is something that we will come back to later. I'm now going to invite Monsieur François Salomon, as I said, from Creative Technology, to take the floor and give his presentation. Merci. Creative Technology est une entreprise de moins de 50 personnes. Nous sommes juste à la frontière du comité d'établissement. Et néanmoins, nous sommes organisés en cluster. Donc, nous sommes spécialisés, nous concevons des systèmes de test, des connecteurs industriels pour valider toutes les fonctions électriques lors de la phase d'assemblage d'un véhicule. Cela nous permet d'être en relation clientèle avec 3 familles clients, l'assembleur, donc la marque, l'équipementier,
et le fournisseur de biens d'équipement. Donc l'objet de ces produits consiste à se connecter sur un organe véhicule, ne pas abîmer le connecteur qui est utilisé pour réaliser le test, garantir les continuités électriques pendant les phases de test pour pouvoir dire la fonction est correcte ou la fonction est incorrecte. Donc nous avons plusieurs cas d'application sur les véhicules. Donc ça concerne l'automobile, mais ça concerne aussi tout ce qui est moyen terrestre de transport. Donc vous avez aussi des systèmes avec des intelligences embarquées dans nos produits qui permettent de réaliser des gammes, de vérifier des processus. Donc voilà quel est l'objet de Creatic, mais je vais aller rapidement à l'occasion qui m'est donnée ici de donner une vision stratégique de l'industrie automobile. Donc je vais quand même vous présenter, là nous sommes déjà en phase sur des véhicules électriques. Voilà les contreparties de connecteurs électriques qui servent à faire les tests sur les véhicules électriques. Et nous avons des systèmes aussi avec des systèmes informatiques et électroniques de dernière génération qui sont conçus chez nous, et notamment donc sur la partie diagnostic. Nous avons développé un produit, je vais en parler dans ma présentation, qui est un système de transmission sans fil avec un protocole de communication propriétaire. Donc, pour ce faire, nous avons collaboré avec un centre de formation français, enfin un gros centre qui est le CEA, le laboratoire LETID, c'est le commissariat de l'énergie atomique de Grenoble, et nous avons développé un système radio pour nous connecter sur les prises diagnostiques pour pouvoir faire de la communication en temps réel pendant les phases d'assemblage. Donc ça, pour nous, c'est un dossier majeur, je vais en parler dans ma présentation. Et le CEA nous a aidé à caractériser toutes les difficultés qui consistaient à avoir des ondes redondantes dans les tunnels de test. Voilà. Donc pendant ma présentation, je vais juste me permettre de vous présenter une vidéo de l'entreprise qui vous donnera aussi cette notion de taille humaine de l'entreprise. Si vous pouvez lancer la vidéo, merci. Je vais circonscrire mes propos à une seule vision, c'est celle du dirigeant d'un PMI. Donc forcément, les valeurs humaines prédomineront. J'espère que mon discours sera néanmoins politiquement correct. La région Nord-Pas-de-Calais, ça fait juste 25 ans que j'ai compris que la région tient une place stratégique dans l'industrie automobile. À l'époque, elle rayonnait à 2h30 de véhicules de 70% du potentiel du marché français, sans compter le potentiel que représentent les pays limitrophes. Je n'aurai pas le temps ici d'énumérer toutes les mesures vertueuses qu'il faudra activer pour réussir notre troisième révolution économique. 35 ans de gestion d'entreprise, je n'ai pas vu le temps passer. Je suis constamment animé par ce sentiment d'être maître de la destinée de mes rêves. C'est une formidable thérapie pour lutter contre la fatigue, le stress ou le pessimisme. Réussir, ce n'est pas uniquement une question de moyens ou de compétences, c'est pour une grande partie une question de volonté. Voici ma vision pour être crédible et visible à l'international. Car là est forcément l'avenir de notre région. Proposer des produits et des services innovants, bien mélangés, audace, flexibilité, anticipation. Vu depuis la France, la mondialisation, la globalisation, la dématérialisation, je les perçois comme dans un labyrinthe de verre. Nous voyons le but à atteindre, nous voyons nos concurrents internationaux devant nous, et lorsque nous nous mettons en marche pour être à leur niveau, nous nous heurtons à des murs translucides. Le produit que je viens de vous présenter, le protocole de communication propriétaire, cumule 7 années de travail. J'ai été aidé par les pouvoirs publics. Ce n'est pas le problème de l'intention. Elle est là, mais ce dossier collaboratif, pour ainsi dire, a transité par l'ADRIR, la Direct, Oseo et BPI. L'ensemble du dossier administratif pèse 8 kilos et m'a demandé personnellement 700 heures de travail. Pendant que nous cherchons le bon passage, nos concurrents avancent plus vite que nous. Ce n'est pas un exemple parmi tant d'autres, c'est juste pour illustrer la complexité, les complexités inadaptées de notre système d'organisation sociétale face à nos nouveaux enjeux. Cependant, des outils performants se mettent en place. Je veux par exemple illustrer
le travail remarquable réalisé par CCI International. ARIA, ce sont des gens qui nous accompagnent, nous leur transmettons nos visions et ils essayent de la mettre en pratique. Nous devons encore et encore expliquer à nos élites politiques le syndrome du donjon. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome du donjon. Nous sommes en haut du donjon et nous voyons au fond de la plaine, eux voient le pont-levis. S'il le faut, nous devons les rappeler cette vérité toujours actuelle d'un grand philosophe qui s'appelle Émile-Auguste Chartier, et c'est peut-être pas là politiquement correct. Je plains ceux qui ont l'air trop intelligents, c'est une promesse qu'on ne peut pas tenir. En stratégie internationale, nous devons avoir des alliés chez ceux qui sont en train de se mettre au lit et chez ceux qui sont en train de se lever. Nous devons convaincre les responsables qui gèrent nos destinées qu'ils doivent être performatifs. La France a complexifié les frontières entre aspiration et prétention, entre droit et devoir. La France a brillé au point de vue culturel et économique. Sur l'échelle historique, il n'y a pas si longtemps, la plupart des élites européennes, ainsi qu'une grande partie de la planète, parlaient français. Notre pays influe de moins en moins sur les paradigmes économiques. Il est temps d'en être conscient. La France possède un vivier d'entreprises et un savoir-faire et des compétences remarquables et extraordinaires. Je témoigne vis-à-vis de celles que j'ai rencontrées lors de mes diverses prospections internationales. Nous ne nous engouffrons pas assez dans le passage qu'ouvrent nos fleurons économiques que sont nos grandes entreprises. Nous ne leur disons pas assez que nous souhaitons les accompagner. Je crois à une urgence vitale, permettre à aider les PMI et PME à se regrouper afin d'atteindre cette taille critique nécessaire, leur marteler que leur concurrent n'est plus celui installé dans son département ou sa région. C'est celui qui est en train est présent, qui est celui qui est présent, là où les marchés éclosent. Être visible dans la sphère économique mondiale, il est inutile de l'expliquer à des Allemands, des Italiens ou des Hollandais. Faisons sauter les verrous endogènes de l'individualisme à la française et je vous assure que nous résorberons notre balance commerciale. C'est possible et c'est réalisable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Salamon. Different view here, but I think also an interesting, especially from a fournisseur like you are, and which is, of course, a very important part of your whole value chain. And we come to our next person in that kind of area, Monsieur Laurent Michaud from Faurecia. Bonjour à tous. Donc après cette présentation, je veux dire, de la PMI française très dynamique, j'ai le plaisir maintenant de parler d'un groupe français de belle taille, je pense également très dynamique, Faurecia. Donc Faurecia, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fusion historique il y a quelques années de trois entreprises, Bertrand Faure, qui était le spécialiste des sièges à l'époque, SIA, la filiale de PSA d'équipement automobile, d'où le nom de Faurecia, puis dans un deuxième temps, l'absorption de l'activité automobile de Sommer Alibert pour devenir aujourd'hui ce que nous sommes. Donc, je vais rapidement vous présenter l'entreprise Faurecia. Je me permettrai d'insister, compte tenu de l'agenda, sur les points qui illustrent la compétitivité en Europe. Donc la taille de Faurecia aujourd'hui, donc on a vraiment pris une très belle dimension, hein, puisque nous sommes, en fonction des années, là, nous sommes maintenant le 6e équipementier automobile mondial. Hein. Nous sommes pas loin des 100 000 employés. 320 usines dans le monde, dont une bonne partie dans cette région, parce que nous avons la particularité, vous allez voir, de faire effectivement des composants encombrants. Donc ces composants encombrants, en général, on les fabrique là où on fait des voitures, et donc comme on fait encore beaucoup de voitures dans cette région d'Europe, nous sommes présents. J'ai apprécié que dans la première présentation,
On parle des planches de bord, des sièges, des panneaux de porte, parce que c'est effectivement le cœur de la fabrication de Faurecia. 34 centres de développement, dont une bonne partie en Europe, et nous dépensons 1 milliard d'euros en R&D chaque année. Il y a un débat aujourd'hui, parce que dans notre communication, nous mettons l'accent sur le fait que la part européenne de l'activité de Faurecia est en train de se réduire. Et on présente ça plutôt comme une bonne nouvelle, mais elle se réduit en pourcentage. Hein, parce qu'effectivement, pour être un équipementier gagnant aujourd'hui, il faut absolument être global. Donc pour être gagnant en Europe, il faut être global. Et nous sommes particulièrement fiers d'avoir atteint déjà un stade très important en Amérique du Nord. On a franchi 30% de notre activité en Amérique du Nord. Nous sommes le 5e équipementier aux États-Unis, et pour avoir accompagné cette partie du développement de notre entreprise, je me souviens, pour avoir démarré l'activité intérieure là-bas, c'est un très bel achievement pour une société française. Nous avons encore pas mal à faire en Asie et nous nous y occupons. Donc une des forces, je dirais, de Faurecia, c'est d'être un spécialiste sur un nombre limité de produits. On ne fait pas des tonnes de choses, on fait des planches de bord et des panneaux de porte, donc de l'intérieur, on fait des sièges, on fait des systèmes d'échappement et on fait de l'extérieur. Mais sur chacun de ces domaines, nous sommes, sinon le meilleur, au moins toujours dans le top 3 mondial. Également une deuxième grande force de Faurecia, et qui va m'aider à dialoguer avec mes clients, c'est la diversité du portefeuille précisément client de Faurecia. Nous avons une dizaine de constructeurs qui constituent notre fonds de commerce. Nous sommes très bien placés, et ça j'y reviendrai, avec les constructeurs allemands. Alors pourquoi les Allemands? Parce que les Allemands définissent quand même le premium, définissent ce qui se fait de mieux dans l'automobile, que ce soit dans le domaine des powertrains, que ce soit dans le domaine de l'intérieur. Donc pour Faurecia, pour être un fournisseur de référence de ces constructeurs allemands, nous donne une force et une crédibilité quand on va voir les autres. Aujourd'hui, je peux vous dire que Ford, qui cherche à rentrer dans le premium avec Lincoln, General Motors, qui cherche à relancer Cadillac, Nissan, qui souhaite, mettre le paquet sur Infiniti, sont intéressés par l'expérience de Faurecia acquise en Allemagne. Vous voyez également, bien sûr, la couleur verte des constructeurs français, Renault et PSA, et nous sommes bien évidemment extrêmement satisfaits d'être, pour les deux entreprises, nous sommes leur premier équipementier. Alors, je vais passer rapidement les produits, les sièges d'automobile. Alors oui, vous voyez en bas à droite, il y a des petits composants extrêmement techniques qui sont les mécanismes. Ceux-là, effectivement, s'exportent, et effectivement, ça fait partie des mécanismes qu'on exporte, y compris au Japon. Mais les sièges complets, non, c'est trop lourd. En général, on livre ça dans des usines dites juste à temps. Donc nous sommes à proximité des constructeurs. Ce qui est en train de se passer, et ça c'est vraiment une évolution intéressante pour nous, on appelle ça le longue distance juste à temps, c'est que les constructeurs font de gros efforts pour améliorer leur système de planification, donc nous donner davantage de temps pour organiser notre charge, et donc ça nous offre la possibilité de bundler des sites juste à temps entre plusieurs clients, donc de débloquer une réserve de productivité, une réserve de performance qui va assurer, la performance et l'emploi dans ces régions. L'intérieur, je pense que c'est un domaine extrêmement moteur en termes d'évolution, et notamment sur l'Europe. Pourquoi? Ça a été cité à la fois, bien sûr, sur le sujet de la connectivité, mais je crois que vous voyez tous, quand vous choisissez une voiture aujourd'hui, tous les modèles maintenant sont proposés en différentes variantes. Vous pouvez choisir des packs de décoration, vous pouvez choisir des ambiances, vous pouvez choisir... Donc il y a une diversité. Et dans ce domaine de l'innovation intérieure, je crois aussi que l'Europe est vraiment très bien placée. Les systèmes de contrôle d'émission, l'échappement. Donc là, on est, je dirais, le leader mondial. L'Europe est à la pointe, je dirais, de la réglementation, y compris avec les Allemands, et y compris quand ils ont tendance un petit peu à freiner, comme ils sont en train de le faire là, sur la vitesse pour préserver les grands constructeurs qui font des voitures
encore puissante. On est extrêmement impliqué dans les hybrides, parce que les hybrides, ça fait encore un petit peu d'échappement. On est effectivement beaucoup moins intéressé pour le moment sur les full électriques véhicules. Et enfin, nous fabriquons des grosses pièces, des très grosses pièces, des pare-chocs peints. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'injection des matières plastiques, donc là on utilise des presses qui peuvent franchir les 3000 tonnes de force de fermeture, donc des grosses bêtes. Je vais passer rapidement sur la partie innovation. L'environnement, ça a été cité. On fabrique beaucoup de pièces en matière plastique et on est en train de dépenser pas mal, je dirais, d'énergie et d'efforts pour substituer à ces matières d'origine du pétrole, issues du pétrole, des matières d'origine végétale. Et on est très content, là on vient d'officialiser une joint venture extrêmement prometteuse avec une coopérative de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et pour la première fois, nous fabriquons nous-mêmes nos propres granulés que nous allons injecter. Et dans ces granulés qui sont moins lourds, donc il y a un gain effectivement de masse. En plus, nous apportons une dimension environnementale assez forte. Alors, la masse, les carburants. Donc là, nos clients certainement vont confirmer ce que je vais dire. C'est le premier axe de réduction, de consommation, de réduction du CO2. Et comme nous faisons des produits encombrants, on fait des produits également assez lourds. Donc 150 à 200 kg de Forcia dans une voiture. Donc 150 à 200 kg de Forcia, ça donne du potentiel de réduire la masse. Donc là également, on a beaucoup de projets engagés avec nos clients, avec l'aide des pouvoirs publics. Nous sommes un participant actif du projet véhicule 2 litres de la PFA. Donc on travaille beaucoup sur l'allègement. Attractive Interior, j'en ai parlé. Nous sommes un acteur majeur de la décoration, en plastique, mais également en bois, en aluminium, en cuir. Donc aujourd'hui, nous avons un site de 1500 personnes en République tchèque qui fabriquent l'intérieur des nouvelles Mercedes classe S, parce que c'est du cuir cousu sur la planche et sur les panneaux de porte, mais du cuir cousu avec une dimension industrielle, donc avec des volumes de production. Donc là, notre rôle, c'est de savoir vous donner l'impression à vous, clients, que c'est vraiment du craftsmanship tout en étant fabriqué de façon industrielle. Excusez-moi, la partie operational excellence, donc là, le lean manufacturing, on a beaucoup appris de nos clients. Nous avons développé notre propre boîte à outils ces 20 dernières années. C'est extrêmement important. C'est souvent considéré par les constructeurs comme given, comme quelque chose qui est dû, qui ne doit pas être contesté. Mais l'exécution dans le métier automobile est une nécessité. Il y a de plus en plus, je dirais, de modèles qui sortent de plus en plus souvent et les constructeurs attendent d'un grand équipementier comme Forcia du flawless, vraiment qu'on soit capable partout. Nous fabriquons donc des voitures de toute gamme, des petites et des grosses, donc on n'a pas du tout d'état d'âme à être simultanément l'un des partenaires principaux de Renault Dacia sur la Logan et, comme je vous l'ai dit, le fournisseur de l'intérieur de la Mercedes classe S. Voilà, je vous merci. Alors, je voulais juste simplement insister peut-être en conclusion sur le fait que le marché européen, ça a été dit, est un marché historique où se passe beaucoup de choses en termes de spécification des voitures, spécification des powertrains, mais spécification de l'intérieur. Je pense qu'y compris le concept de mobilité, on voit bien que les partages de voitures, l'Europe est capable d'être de nouveau en tête, et je pense qu'avec à la fois les constructeurs automobiles et le réseau des équipementiers, les grands et les petits, l'Europe est bien équipée pour se battre pour les prochaines années. Merci. Thank you very much, Monsieur Michaud. Time for discussion, debate, questions. I have a few myself, which I
would like to launch into the debate immediately, and then I'll come to the audience. But if I look at the trends that have been presented by the Deloitte presentation, I look also at the figures in the presentation that I saw yesterday evening, and what I heard in terms of challenges and trends from Monsieur Leroy, I wonder if the notion of competitiveness itself is not changing. When we actually were talking about competitiveness in the past, we talked about location, we talked about supply chain, we talked about costs, wages, etc., etc. But if the customer has different expectations in terms of ownership versus sharing, etc., etc., if we are going to a much more urbanized society where people need quick, efficient transport without being into all the queues, etc., etc., does that not change the whole idea of competitiveness? That's the first question I would like to launch to you. And then a second one that I will immediately connect to that. The car sector globally, but certainly at European level, has always been a leader in terms of technological innovation. But if we have all these new trends, what about social innovation? What about thinking completely out of the box, differently? What does it mean? Question that you asked, Monsieur Leclerc, what does it mean in terms of volume, all these new trends? And if that means it's the decrease of volume, what can you do about that? How do you change your business model, etc., etc.? These are two questions, general questions that I would like to put on the table, which I think are looking forward more to the future of this industry. I don't know who wants to start answering both of those. You want, Monsieur Leroy, first to take the floor on that one? En français? D'accord. Première partie de votre question sur la partie compétitivité. On a eu en interne, avec d'autres constructeurs, beaucoup de discussions sur finalement qu'est-ce que c'est que la compétitivité. Et comme tout le monde, dans le critère de compétitivité, bien sûr, il y a le coût du travail. On en a beaucoup parlé, ça fait partie des sujets qui sont très souvent sur la table quand on parle de ça en France. Ce que nous disons généralement sur ce sujet-là, c'est que nous avons les mêmes contraintes que tout le monde sur le sujet, mais la compétitivité, c'est beaucoup plus que cela. Et je crois que vous avez raison de dire que la compétitivité vient bien au-delà. Alors le problème que l'on rencontre, c'est que quand on commence à dire la compétitivité, c'est beaucoup plus que cela, vous avez toute une série d'acteurs politiques qui disent « Ah ben donc, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit sur ce sujet-là ». Et donc ils s'arrêtent immédiatement en disant « On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit ». Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on doit travailler sur tous les paramètres. Tous les paramètres. Il y a un des paramètres dont on n'a pas parlé ce matin, qui est, pour la compétitivité future, qui est la possession des données et la possession de l'information. On a beaucoup parlé de la mobilité future en disant il va y avoir les gens. Je disais à Gérard en aparté, parce qu'on se connaît depuis très très longtemps, je disais en 1982, quand j'ai commencé chez Renault, on a des experts qui nous ont dit dans 10 ans, pas 20 ans, dans 10 ans, il y aura plus de 60% de la population européenne qui ne sera plus propriétaire de sa voiture. Alors les mêmes experts aujourd'hui vont vous expliquer pourquoi ça n'est pas arrivé. Hein. Mais à l'époque, ils nous disaient ça. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ça ne va pas être la réalité. Maintenant, qui sait dans cette salle que plus de 70% des gens qui utilisent aujourd'hui une voiture en car sharing, donc les gens qui prennent une Bolloré à Paris ou je ne sais trop quoi dans une autre ville d'Europe, plus de 70% d'entre eux passent du transport en commun à la voiture partagée. Et pas du tout de la mobilité personnelle à la voiture partagée. Ça a été un grand choc pour beaucoup de personnes qui ont développé ça, parce que les gens se disent c'est beaucoup plus pratique que le transport en commun. C'est pas du tout ce qu'on cherche. On cherche à réduire les bouchons, on cherche à réduire la pollution dans les villes, on cherche à donner de la facilité dans la mobilité. C'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et encore une fois, moi je sais pas ce qui va se passer dans le futur. Donc on a nos propres avis. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a raison. Mais attention à la manière dont on prévoit ce truc-là. Quelque chose qui va jouer énormément sur la compétitivité. Pourquoi Google dit aujourd'hui « je veux faire des voitures ». Vous croyez qu'il va construire l'usine d'assemblage? Non. Google sait simplement qu'aujourd'hui, quand vous payez avec votre carte de crédit, quand vous allez payer le parking en sortant, eh ben, le gestionnaire de votre carte de crédit, il sait le temps que vous avez passé ici, où vous étiez, il peut remonter l'histoire pour savoir pourquoi vous étiez ici, et vous êtes traqué en permanence, et je suis traqué en permanence, quel que soit l'endroit dans le monde dans lequel vous êtes. Et ces informations-là, sur votre
mode de vie, sur votre fonctionnement, ont une valeur inestimable dans le futur. Et ça va être un des critères de compétitivité importants dans l'industrie automobile. Alors, on a besoin, comme je l'ai dit dans ma présentation, d'être compétitif partout. Un journaliste me posait la question tout à l'heure et je lui disais, n'oubliez pas que par exemple, quand vous êtes aujourd'hui dans la grande distribution, 75% du coût de fonctionnement d'un supermarché, c'est la main-d'œuvre. Dans une usine automobile, on est plutôt aux alentours de 10%. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut pas travailler sur ce sujet-là, loin s'en faut. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas trouver cette excuse-là pour tout. On a besoin de trouver aussi sur le critère innovation sociale quelque chose de différent. Je l'ai dit dans ma présentation, ça a été extrêmement difficile de faire comprendre aux organisations syndicales qu'on pouvait avoir une logique un peu différente des autres. Et je vais vous dire la vérité, je ne suis pas certain qu'on ait réussi. Parce qu'aujourd'hui, même les organisations centrales de ces organisations syndicales continuent à dire « Ah non, mais c'est pas vrai, ils vous racontent des conneries. » Ils ne peuvent pas être différents d'ailleurs. C'est là où on a besoin de trouver un nouveau mode de fonctionnement où on va véritablement trouver cette vraie compétitivité. Thank you very much. A lot of elements in your answer there, I think, which would deserve even more questions. But I'll let also Monsieur Leclerc maybe to come in and react to what Monsieur Leroy has said and answer maybe one or two of my questions. Oui, je crois que la question que quand on pose de compétitivité, que veut-on dire par compétitivité? Je partage parfaitement l'avis de Didier sur le fait que dans la compétitivité, il n'y a pas que le coût du travail, que le coût de leur travailler, loin s'en faut. On parle beaucoup de compétitivité hors coût. Il y a l'ensemble des facteurs. Et de la compétitivité, donc de nouvelles approches sociales, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. J'ai pris l'exemple du dialogue social en France, qu'on a essayé de faire évoluer. On voit bien que quand on met les choses clairement sur la table, à partir d'un dialogue social qui ne commence pas le jour d'une négociation, qui commence largement en amont, ce que nous avons fait, ce que d'autres ont fait également, ce que nous avons fait, c'est avoir un dialogue approfondi de partage avec l'ensemble des représentants du personnel, y compris les plus réactionnaires, si je peux dire, partager les choses, partager dans la confiance, et puis savoir se projeter dans l'avenir, prendre des engagements et travailler sur l'ensemble des éléments de compétitivité, y compris ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple la qualité de vie au travail. Mais je voudrais quand même revenir sur le sujet d'industrie de volume. Tous autant que nous sommes confrontés à la baisse drastique du marché européen, dont on ne voit pas comment il va se relever, on a été amené à adapter nos capacités de production, à fermer des lignes, voire certains fermer des usines. Et la compétitivité dans tous ces éléments, y compris sur la recherche et développement, la technologie, faire face. Je veux dire, tous autant que nous sommes, équipementiers, constructeurs, on travaille ensemble, la filière automobile, etc. Je veux dire, on est ouvert, on est prêt à faire toutes les évolutions, mais ce qui pèse au bout du bout sur notre compétitivité, notre capacité économique à résister, c'est le fait qu'on est durablement constructeur automobile et équipementier globalement en surcapacité en Europe et cela est une grande difficulté. Donc si nous voulons assurer un devenir à notre industrie automobile, il faudra qu'on soit capable de résister à de nouveaux entrants et donc de rationaliser. J'espère que les nouvelles technologies qui permettront d'avoir un accès différent à l'ensemble de nos clients les amènera à finalement reconsommer, si j'ose dire. Parce que, je veux dire, on peut passer sur d'autres formes de mobilité, mais s'ils ne se mettent pas à reconsommer, je veux dire, on peut toujours parler de compétitivité. Si on n'a pas d'activité, on n'a pas d'activité, et on finit par être focalisé sur comment faire face à cette charge qui pèse et bien au-delà du coût du travail instantané. Ce sont toutes les charges que l'on doit subir par le passé, si je peux dire. Si on n'a pas une consommation qui nous permet de nous tirer, on pourra avoir toute technologie du monde, on n'arrivera pas à les développer et elles se développeront en dehors d'Europe. Thank you very much. I hear your overcapacity issue. Is kind of I would say
in the traditional sense, a competitiveness issue. But is that not really your problem, that you have to deal with these problems and at the same time you're confronted to completely new trends in terms of what people want from mobility, and can you do both at the same time? And certainly my big question is, can you do that just on your own, or do you need more support from policymakers at national as well as European level, from your suppliers, because you will kind of have to take them on board if you want to think about what future mobility is going to be like. And also, as you mentioned very seriously, I think the trade unions, the syndicats, because I mean, I work for trade unions a lot. I also see there that in terms of thinking ahead, they are way behind management of business, to be perfectly honest there, and perfectly blunt. And I can say that because I work for a trade union. But I see that they are so conservative in their thinking, and most of what they discuss will be about costs, wages, etc., but no long-term future vision. And there I come to my question in a way also for the two fournisseurs here. What do these new trends mean for you in terms of competitiveness? Because you have been kind of working within the traditional paradigm of being fournisseur for the car makers. What does it change, and how actually are you thinking about this in your own organizations? Monsieur Michaud, maybe first. Je crois que ce que vous venez de dire, c'est sur les deux sujets que l'on doit traiter en parallèle, c'est exactement ce que nous faisons. D'un côté, il y a, surtout en Europe, il y a l'équation capacitaire qu'on ne peut pas évacuer. Nous, on ne va pas se mettre à fabriquer des sièges s'il n'y a pas de voiture. Donc on est complètement lié un pour un à l'équation des volumes de fabrication. Et donc on a dû, nous aussi, s'adapter. D'un autre côté, l'émergence à la fois des nouveaux types de voitures, les crossovers urbains, les plug-in hybrides, le partage. On travaille en parallèle sur qu'est-ce que ça signifie pour nos produits, bien évidemment, pour nos produits. J'avais une crainte sur l'intérieur des voitures avec le développement des petits véhicules urbains de type Bolloré, parce que, bon, très honnêtement, l'intérieur d'une Bolloré n'est pas exactement notre objectif pour le futur. Et j'étais très intéressé par l'expérience qui est menée en parallèle là, par BMW et Mercedes dans plusieurs villes allemandes, qui a l'air de se passer plutôt pas mal, où effectivement ils mettent en car sharing une partie de la gamme. Donc vous avez une application sur votre iPhone, et quand vous arrivez à la gare ou à l'aéroport, vous pouvez choisir le type de BMW qui vous attend. J'ai trouvé ça très intéressant comme alternative. Donc sur ce type de réflexion, on est tout à fait associés, et on cherche effectivement à accompagner nos clients à la fois sur la côté capacitaire et puis sur le côté innovation pour les nouveaux produits. Alors moi j'aimerais illustrer la vision en termes d'emploi. Dans les grands groupes, l'emploi est perçu comme une variable d'ajustement. Dans les petites entreprises, chez Creatic, le coût salarial, ça représente plus de la moitié du premier poste de dépense. Donc n'imaginez pas qu'un chef d'entreprise a le temps de travailler sur des principes de turnover. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir former les gens, parce qu'on se pose tous les jours la question de la pérennité, la différence de taille entre le client et notre entreprise, sa stratégie par rapport à la nôtre. Donc il y a deux visions, il y a une dichotomie dans la vision de l'emploi. Dans les grands groupes, c'est perçu, bon, M. Leclerc a dit, c'est 10% chez eux, c'est presque 60% chez nous. Donc on a des gens qui sont extrêmement qualifiés. Je vais vous illustrer simplement une anecdote. Nous avons embauché une personne qui a eu 18 ans d'artisanat en termes d'électrotechnique. Donc il connaissait toutes les lois électriques, tout ce qui est autonome. Nous l'avons mis devant le montage d'un de nos produits. Il a fallu 6 mois pour qu'il sache le monter. Donc notre survie, elle est dans la spécificité, elle est dans la qualité du personnel.
Donc chez Crétic, la formation, c'est quelque chose de prépondérant. C'est une stratégie majeure. Donc chez nous, nous n'allons pas aller chercher la compétitivité forcément dans le coût salarial. C'est très important d'avoir cette vision-là quand les grands groupes nous demandent d'être compétitifs, de réduire des prix pour essayer de suivre une stratégie de coût sur des marchés que nous n'affierons jamais de la même manière que vous. Donc il faut avoir ça à l'esprit en termes comment ça se traduit en termes de création ou de perte d'emploi. Donc les PMI sont aujourd'hui des pourvoyeurs d'emplois. Il faut en avoir conscience. Thank you very much. I'm now turning to you, the audience, and see if there's any questions or remarks or interventions from your side. Yes, please raise your hands. I'll take 2 or 3 questions if possible. There was somebody there. Laurent Lefebvre, Créatique. Une question pour Renault. Vous êtes donc associé à Nissan, vous fabriquez donc en Angleterre toutes les Nissan et toutes les Renault en France ou en Espagne. Et quelque chose que je ne comprends pas, malgré que je travaille dans toutes vos usines, ou enfin en tout cas je les visite, c'est jamais une Nissan est fabriquée chez Renault. Donc il y a 100 000 véhicules que vous devez fabriquer en plus chez Nissan, donc il y a une extension qui est prévue en Angleterre. Et vous qui dites que vous avez des capacités libres en France, elles ne sont pas utilisées. Et ça, entre Nissan et Renault, malgré vos dizaines d'années maintenant de collaboration, vous n'êtes pas arrivé à faire ces gains de compétitivité qui sont là, qui sont offertes et que Nissan ne veut pas. Oui, donc il y a deux visions, la vision internationale et la vision française. Donc, vous parlez de la vision française. Donc, est-ce que des Nissan sont fabriqués chez Renault? On fabrique des Nissan dans notre usine du Brésil. On a une usine en commun en Inde où on partage l'usine, on fabrique des véhicules dans la même usine et indifféremment des Renault et des Nissan. Dans notre usine en Avtovaz en Russie, on y fabrique des Nissan, des Renault et aussi des Lada, accessoirement, ne l'oublions pas. Bon, donc, est-ce que dans des usines Renault, on fabrique des Nissan? La réponse est oui. Est-ce qu'en France, on fabrique des Nissan dans nos usines? La réponse est non. On va revenir sur la compétitivité. Dès cette fois-ci, coût. Il y a également peut-être, mais ça, ce sera un autre débat, sur les éléments de compétitivité, d'assurance que les choses vont bien se passer et quelquefois dans des manifestations externes, l'image que les étrangers peuvent avoir de la France quelquefois peut-être être un peu un handicap. Citons Goodyear à Amiens par exemple, hein, pour sortir du constructeur automobile. Et donc Nissan, qui est une entreprise à part entière, même si on forme une alliance et un groupe, Nissan ne peut pas se permettre de venir fabriquer en France si c'est à perte, c'est-à-dire en subventionnant Renault. C'est juste, comme diraient les jeunes, c'est juste impossible. Il faut que l'équation économique, c'est-à-dire lorsqu'on dit Nissan, nous avons des capacités disponibles en France, on va fabriquer pour vous en France des Nissan, il faut que nous, on puisse proposer un coût global, une facturation qui soit pas à perte pour Renault. Il faut que Nissan, ce qu'on lui évalue facturer, soit compétitif. Donc on est dans cette équation. Et c'est l'approche que nous avons essayé d'avoir dans l'accord que j'ai piloté, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est arrivé à une négociation, à une signature par des syndicats représentant les 2/3 du personnel. Donc c'était en mars dernier. On parlait d'une approche différente dans le dialogue social. Et ce que nous avons proposé, c'est de dire si nous voulons ne pas fermer d'usine, c'est-à-dire avoir des drames sociaux supplémentaires, on ne peut pas le faire en restant au même niveau de production. Excusez-moi, je reviens quand même parce que ça, je veux dire, c'est une obligation. On ne peut pas le faire sans augmenter la production. On ne peut pas rester au niveau de production où nous sommes avec seulement 500 000 véhicules annuels. Alors,
je conteste un tout petit peu ce que vous voulez dire lorsque vous dites que l'emploi est la variable d'ajustement. On essaie de faire en sorte que ce soit pas la variable d'ajustement. Il y a beaucoup d'autres PME ou PMI en France et dans d'autres domaines que l'industrie automobile où l'emploi est non seulement la variable d'ajustement, mais c'est la disparition complète. Il suffit de regarder les plans sociaux qui se font. Donc ce que l'on a décidé, c'est pas faire de plan social chez Renault en France, à travers l'accord que nous avons signé, et c'est de prendre des engagements d'augmenter la production, et c'est de proposer à Nissan une fabrication à Flins, et donc ça c'est l'engagement que nous avons obtenu, et donc d'installer un rythme de production dès fin 2016 de 82 000 micras par an, produite aujourd'hui en Inde. Donc le choix de Nissan, c'était augmenter les capacités en Inde, dans notre usine commune en Inde, d'y fabriquer la micra pour la réimporter en Europe, ou d'utiliser notre capacité disponible, et donc nous proposons à Nissan un coût, hein, je veux dire, on va leur facturer, acceptable pour Renault et acceptable pour Nissan, mais sur la base de la performance, non pas d'aujourd'hui, mais de la performance que nous atteindrons en 2016 grâce à l'accord qu'on a signé. C'est-à-dire, si on l'avait uniquement regardé sur la base de notre performance économique d'aujourd'hui, c'était infaisable. Donc on se projette dans l'avenir et on dit, dans 3 ans, dans 4 ans, nous aurons assuré une évolution de notre compétitivité globale, pas seulement coût, y compris hors coût, la fiabilité de ce que nous allons proposer. Et sur ces bases-là, c'est pas un pari, c'est un engagement. Et sur ces bases-là, nous allons pouvoir fabriquer en France. Je vous donne rendez-vous dans 4 ans. Je ne peux pas vous donner rendez-vous aujourd'hui, puisque la décision est prise, mais je vous donne rendez-vous dans 4 ans pour illustrer la réalité de ce que je viens de vous dire. Okay. Are there any other questions from the floor? If not, I have another one. Okay. There is one over there. And another one, so 2 questions. Oui, bonjour, Bertrand Stellan de Vistéon. Je reviens au titre du sujet qui était booster la compétitivité européenne. Ce que j'aime pas trop, parce que ça sous-entend quand même qu'on est dans une compétition et que pour gagner, il faut aussi faire perdre les autres, mais plutôt comment est-ce qu'on peut booster l'attractivité européenne. Et l'Europe est quand même une région particulière. Il y a l'automobile, c'est pas uniquement des usages, mais c'est aussi beaucoup de passion. Il y a une automobile... j'espère française, il y avait une automobile anglaise, il y a une automobile allemande, et on voit qu'aujourd'hui la réussite est basée aussi sur ce lien de Engineer in Germany. Il y a une automobile italienne. Comment est-ce que l'on peut aussi développer l'attractivité en jouant justement sur l'automobile liée à une implantation forte? Et on voit aussi la réussite de l'automobile japonaise, bien sûr, autour justement de la fiabilité et de la qualité, et comment on a pu réussir. Je pense que c'est une des chances de l'Europe par rapport à l'automobile américaine qui est un peu plus globale. En Europe, on est vraiment multiculturel. Comment on peut jouer là-dessus pour développer cet aspect-là? Et on voit même que l'automobile anglaise, eh bien, comme Jaguar Land Rover, rebondit grâce au marché émergent et en jouant sur des cartes de voitures anglaises. Donc là, je voulais soumettre cette idée. Thank you. I think it's an interesting question, but let's take the other question first. There was a second question. There was somebody over there. Yeah. Bonjour à tous, donc je suis Jérôme Lebel, je co-dirige 3 sociétés, 3 PME industrielles, donc Lebel à Arnes, Artois Plastique à Oudin et de Rognoncourt à Laine-les-Aubourdins. Je rebondis, donc question plutôt pour les constructeurs automobiles, monsieur Leroy et monsieur Leclerc. On fait souvent des comparaisons entre l'industrie allemande et l'industrie française, et notamment au niveau de l'automobile. On sait que les Allemands, lorsqu'ils se déploient à l'international, aident les PME, les ETI, également à se développer sur ces nouveaux territoires. En France, de notre point de vue de responsable de PME, on pense que c'est moins le cas. Et je souhaiterais savoir, au niveau des grandes entreprises, quelles seraient les possibilités qu'on pourrait mettre en œuvre, que vous pourriez mettre en œuvre pour nous aider, à vos côtés, à nous déployer à l'international, notamment, pour commencer, puisqu'on parle d'Europe, en Europe, hein, et peut-être, pourquoi pas, sur d'autres horizons. Bonjour, Marc Rosenbaum, je dirige une petite PMI
Nous faisons du contrôle dimensionnel de production essentiellement sur les lignes automobiles. Et une des questions, c'était, moi je suis assez vieux pour avoir vu l'introduction des voitures japonaises en France. À l'époque, on parlait de, quasiment de détritus sur la route. Hein. Donc avec ça présentait de danger pour personne, c'était du bas de gamme, c'était pas cher, ça tombait en panne tout le temps. Et ça n'intéressait personne. Et puis, si on regarde maintenant, aujourd'hui, le paysage, on voit que les généralistes français et américains sont restés des généralistes français et américains, et que des généralistes japonais, je prends Toyota, ont réussi à créer une image de haut de gamme, voire de très haut de gamme. Et bon, c'est vrai qu'il y a le poids de l'histoire pour les constructeurs français. Mais un constructeur comme Toyota ou Nissan a le poids de l'histoire au Japon de la même façon. Et c'est vrai qu'ils ne l'ont pas en Europe. Mais en revanche, est-ce que c'est cette incapacité d'être monté en gamme qui aujourd'hui fait notre handicap en France face à justement aux constructeurs japonais ou aux constructeurs allemands? Le premier point, j'ai la chance de faire partie du board de l'ACA, donc l'Association des constructeurs automobiles européens, où il y a les CEO de tous les constructeurs. Je peux vous dire que quand effectivement l'une des remarques que vous faisiez tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que finalement c'est le rôle des politiques d'aider à faire ces réformes dans l'industrie automobile, ça fait partie des gros sujets de discussion et des gros sujets de désaccord. Parce que vous avez aujourd'hui justement l'industrie automobile anglaise qui dit mais attendez, nous on a fait les réformes nécessaires de nous-mêmes sans avoir d'aide de l'Union européenne. Les Allemands qui disent mais qu'est-ce que vous nous ennuyez avec ça? Nous on n'a pas assez de capacité pour produire. Et puis un certain nombre d'autres constructeurs qui disent, et pas forcément celui assis à côté de moi, mais qui disent nous, on a absolument besoin d'aide européenne sur ce sujet-là. Donc, je crois que la grosse discussion qu'il y a en interne entre l'Angleterre, l'Allemagne et la France sur ce sujet, c'est que les deux autres pays disent, écoutez, l'Europe n'a pas à payer un certain nombre, à tort ou à raison, mais d'erreurs de management. Voilà comment ils le présentent. Je rappelle quand même que quand on dit qu'on a des surcapacités en Europe, les vraies surcapacités que l'on a en Europe, on les a créées. Puisque regardez le nombre d'usines qui ont été construites ces dernières années. Le problème qui s'est passé, c'est qu'on a construit des usines dans un certain nombre de pays pour ne pas réimporter sur l'Europe, et finalement on a réimporté sur l'Europe. On a construit un certain nombre d'usines dans certains pays à un moment donné où, quelque part derrière ça, la crise est arrivée, et le volume, le marché, comme l'a dit Gérard tout à l'heure, le marché a considérablement baissé. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire, et je ne suis pas un fervent supporter des politiques, rassurez-vous, mais on ne peut pas dire à un moment donné, ah ben tiens, j'ai fait une connerie, tu peux payer pour moi, quoi. Hein, puisque je vous rappelle quand même que c'est de la poche de tout le monde, hein, les politiques, ils ont énormément d'argent, mais c'est le nôtre. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, on doit effectivement avoir le courage de faire effectivement les réformes nécessaires par nous-mêmes, sans aller plus loin. Deuxième élément, l'accompagnement des équipementiers ou de tous les partenaires de l'automobile. Nous, on a une logique, et encore une fois, elle est loin d'être parfaite, on a une logique qui est très très simple, qui est d'avoir un accompagnement très très fort auprès d'un certain nombre de nos fournisseurs. Et je vais prendre l'exemple d'un de mes copains, parce qu'en ayant travaillé maintenant depuis 31 ans dans l'automobile, j'ai un de mes copains qui travaille chez un autre constructeur, et qui... on est resté copains malgré tout, hein, et qui, derrière ça, me dit un jour, il vient manger un samedi soir chez moi, il me dit, Didier, je suis complètement dégoûté. Je dis, t'es dégoûté de quoi? On n'a pas commencé encore, ça peut pas être ce que ma femme a préparé. Hein. Et il me dit, non, je suis dégoûté parce que j'ai passé 2 jours chez un équipementier, et l'équipementier, il était hyper relax, alors que d'habitude, quand on arrive, c'est la panique, etc. Le gars était hyper relax. Et je lui dis, mais pourquoi il était relax? Parce qu'il savait que tout allait bien. Et il m'a dit non. Il m'a dit simplement parce que le gars m'a dit, vous savez, vous êtes venu 1 journée et demie. Sur la journée et demie, vous avez passé 2 fois 3 heures à table. Et vous êtes venu à 2 personnes pour faire un audit dans mon usine, sur une ligne sur laquelle je produis des pièces pour Toyota. Toyota est venu la semaine dernière sur cette ligne. Ils sont venus à 5 pendant 1 semaine. Donc, vous avez peu de chance de trouver quelque chose, c'est pour ça que je suis relax. Il était dégoûté. Mais c'est ça la qualité. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, vous passez de voitures qui, vous vous demandez si vous allez réussir à la sortir du garage avant qu'elle se casse,
à quelque chose aujourd'hui qui vous donne des positions de numéro 1 dans beaucoup de circonstances. Bon, après, on a des problèmes comme tout le monde, mais à un moment donné, c'est aussi sur ces sujets-là, et ça fait partie de la compétitivité. La compétitivité, c'est pas simplement écraser l'équipementier pour avoir le prix le plus bas, c'est être sûr que ce qu'il va vous donner est correct. Moi, j'ai eu des grosses discussions il y a quelques années quand on a démarré l'usine de Valenciennes avec des équipementiers qui me disaient « Attends, arrêtez, hein. Vous nous avez demandé ça, vous aurez ça. » Et je leur dis « Ben là, vous n'avez rien compris. » Parce qu'un équipementier japonais, il dit « Vous m'avez demandé ça, je vous donne ça. » Mais je réfléchis en même temps parce que si jamais si je réduis la tolérance à ce niveau-là, vous allez gagner, moi je vais gagner, et on peut effectivement faire un bon deal ensemble et avoir du long terme. Et là, l'équipementier, ensuite vous l'accompagnez. Troisième élément, la partie haut de gamme. Permettez-moi une petite plaisanterie sur le sujet. Quand j'entends très souvent dans les médias, la France n'a pas d'autre solution que de monter en gamme, je dis super. Je dis c'est super bien, parce que maintenant, j'ai appris par les médias français que la Yaris était une voiture haut de gamme. Parce que la Yaris est produite à Valenciennes. Valenciennes, certes, c'est à 8 km de la frontière belge, mais c'est la France. Et à partir de cette usine, on produit des voitures sur lesquelles on est profitable. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas que ce sujet-là. Bien sûr, ça aide. Parce que si vous vendez des Ferrari, même si vous n'êtes pas compétitif de 20 000 euros, de toute façon, la voiture, elle va en coûter 250 000. Donc vous pouvez cacher votre compétitivité. Mais les Allemands n'ont pas fait ça. Les Allemands ne sont pas compétitifs simplement parce qu'ils sont dans le haut de gamme. Le haut de gamme est un plus qui leur permet d'avoir des marges plus importantes. Parce qu'effectivement, vous ne gagnez pas tout à fait la même chose. Mais n'oublions pas que la compétitivité passe par tout le reste. Et être capable de se remettre en cause, nous-mêmes, en tant qu'entreprise, à tout niveau, dans notre manière de gérer, dans notre manière de fonctionner, dans notre style de management au quotidien. Je disais, encore en anecdote tout à l'heure pendant la pause, je disais, c'est un drame ce qui se passe à Aulnay. C'est un drame. Mais ça fait combien d'années que Coluche est mort? 25 ans? 30 ans? Réécoutez les sketchs de Coluche. Il parlait d'Aulnay. Pourquoi pendant 30 ans on a laissé un établissement à la dérive pour finalement s'apercevoir à la fin qu'on crée un drame social? C'est ça les vraies questions qu'on doit se poser, et c'est là où on prend la compétitivité à la base. Je m'arrête, merci. Merci beaucoup. Monsieur Leclerc, do you want to react to some of the questions? Difficile d'ajouter quelque chose derrière, derrière un tel exposé. Bon, je crois que la question qui était posée sur nos relations en France avec les équipementiers est une vraie question. C'est ce que la PFA, c'est ce sur quoi la PFA, la plateforme filière automobile en France, essaie de travailler. C'est à la fois une question technique, si j'ose dire, c'est un peu une question culturelle, une question d'approche. Il faut qu'on soit capable d'en tirer les leçons. La création de cette PFA, plateforme filière automobile, certes sous l'égide des politiques, mais c'est bien l'objectif, c'est d'essayer d'avoir une approche différente sur des relations durables, des relations long terme. Et on ne peut pas avoir les équipementiers automobiles et les constructeurs d'automobiles travaillant les uns contre les autres. Il faut qu'on sache trouver les voies gagnant-gagnant. Cela dit, on voit aussi des fournisseurs, des équipementiers qui sont capables d'innovation, de développer des technologies haut de gamme, de les exporter, etc. Notre rôle aussi, et je le disais tout à l'heure dans mon exposé, de faire en sorte que la base sur laquelle on peut travailler soit une base qui permette aux équipementiers de grandir, d'évoluer et d'aller vers l'exportation. S'ils ne sont orientés que vers nous-mêmes, c'est-à-dire que vers le marché français, disons, puisqu'on est en France, je maintiens ce que je disais, au-delà de l'innovation, notre industrie est aussi une industrie de volume. Et si on n'a pas les volumes, si on n'a pas une ouverture mondiale, on ne s'en sortira pas complètement. Après, l'attractivité européenne, la question qui était posée sur l'attractivité européenne, je veux dire, c'est vrai, l'attractivité européenne, comme je disais tout à l'heure, on a la capacité de l'innovation, on a la capacité d'y faire des choses, on a la capacité d'y produire des Yaris compétitives. J'ai compris qu'elles étaient compétitives, je n'en doutais pas, même avant que Didier le dise tout à l'heure. C'est l'illustration qu'on est capable d'être compétitif et d'être attractif. Je reviens quand même à ce que je disais tout à l'heure, et si je me réfère à l'exposé qui a été fait hier soir, parlant du marché européen,
J'ai compris que le marché européen non seulement n'augmenterait pas, mais parlant des constructeurs allemands et notamment des constructeurs premium, ils devront avoir à faire face à des mises en œuvre de nouvelles capacités en dehors de l'Europe parce qu'ils vont devoir produire localement, y compris pour le premium. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Ce qui veut dire que actuellement, le premium qui est exporté depuis l'Allemagne vers les marchés asiatiques ou les marchés américains vont se trouver produits en dehors de l'Europe. Ce que j'espère, c'est que le marché européen, son évolution permettra de compenser, ce que vous disiez, ces shifts. Hein, c'est ce qu'il disait hier. Donc j'ai la conviction que le marché européen est attractif, mais il faut qu'on regarde la capacité d'absorption du marché européen. C'est ça le véritable enjeu, et d'être suffisamment compétitif pour éviter qu'il y ait le mouvement inverse, c'est-à-dire des productions en dehors de l'Europe qui reviennent en Europe. Et encore une fois, j'espère que nous pourrons, via la production de la Micra pour Nissan à Flins, en sera la démonstration. Monsieur Salamon, en bref, éventuellement une réaction sur la question sur les PME. Mais moi, la question qu'a posée M. Lebel, je vais la reposer aux constructeurs. Alors, il y a une chose qui commence à devenir effectivement agaçante, c'est chaque fois se comparer avec le marché allemand, qui est le marché de référence. Or, il se trouve que nous, depuis 7 ans, nous avons une société en Allemagne. Donc, je peux en parler de l'intérieur. Et ce que je constate dans la politique, c'est que les constructeurs associent leurs équipementiers et leurs fournisseurs de biens d'équipement à leur stratégie. Lorsque j'étais au service achat Renault et je m'entends dire « Monsieur Salamon, est-ce que vous pouvez venir en Chine parce qu'on va laisser s'installer en Chine et si vous ne pouvez pas venir, ça peut être un problème pour vous ». J'entends de l'autre côté d'Amner dire « Je vais m'installer à l'étranger, j'ai besoin de X mètres carrés et je fais X virgule quelques mètres carrés et je prends les fournisseurs stratégiques et je les installe là-bas ». Donc on ne demande pas que les constructeurs fassent notre travail, mais qu'ils nous associent à la stratégie de leur vision, pour que nous puissions dire nous sommes ou pas en adéquation. La France, aujourd'hui, je l'ai dit, possède en son sein des pépites industrielles et technologiques extraordinaires, mais elles ne sont pas visibles à l'international parce qu'elles sont trop petites. Voilà. Donc il y a un travail à faire. Et vous devez être moteur dans ce travail si vous voulez continuer d'avoir à votre disposition toutes les exigences que vous avez en termes de technologie ou de compétitivité économique. Thank you very much. Does that not mean, and it comes back to one of the points that have been mentioned, and I think also the question on the European dimension, does that not mean we need what you have in France, the PFA, also at European level, but maybe to work with the whole suppliers as well as the constructors, as well as maybe the Googles and other internet companies in this world who are thinking about going into mobility, put them around the table and have them develop in the European platform for future mobility, or whatever we call it, ideas where you can actually, or a room where you can think out of the box, where you can think about your strategy long term, what it means in terms of your volumes, etc., etc. If it means diminution of your volumes, decrease of your volumes, what kind of support you need from politicians at European level, at national level, to make sure you can adapt your business models soon enough, but in an efficient way without having social dramas behind that. So that's the last question maybe I'd like to raise here. It's a question which probably would deserve a whole debate, but it's the last one for maybe the last few minutes that we have. So is there a need for that kind of European platform for future mobility? Monsieur Leclerc. Je ne sais pas si on a vraiment besoin d'une plateforme européenne. Comme disait Didier Leroy tout à l'heure, les avis sont très partagés entre les différents pays. L'Europe n'est pas un pays et chaque pays défend finalement sa propre industrie. Il est clair que compte tenu de l'observation, si on fait la photo de là où nous en sommes, on ne peut pas dire qu'on ait tout réussi dans le passé. On a encore une fois dû faire face à une crise qui est la plus importante, je veux dire,
depuis extrêmement longtemps. Je ne veux pas donner de date, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait connu une aussi massive que dans le passé. Le marché européen, le marché automobile européen ne s'en est pas remis. La baisse a été de 25 à 28% depuis 2007, et c'est la seule région, il faut bien que nous l'ayons en tête, c'est la seule région au monde qui n'a pas retrouvé le même niveau de marché connu avant la crise. C'est la seule région. Donc on est passé d'une idée d'une crise conjoncturelle à finalement la reconnaissance qu'il s'agit bien d'une crise structurelle profonde. Tous autant que nous sommes et de façon différente, il a fallu travailler sur la manière de surmonter ces éléments. Je crois qu'il y a une prise de conscience aussi maintenant de plus en plus affirmée qu'on ne peut pas travailler tout seul de notre côté sans avoir un partage de stratégie long terme. Donc je partage parfaitement votre attente. Ça a été l'un des éléments de discussion avec nos syndicats, avec les représentants du personnel, qui y sont aussi très sensibles. Et je veux reconnaître par là leur maturité, en tout cas la maturité de certains, en espérant que les éléments les plus difficiles économiques, on est en train de les surmonter. Il faut maintenant s'orienter vers des stratégies long terme en partageant avec les équipementiers. Je n'ai aucun doute là-dessus, vous avez parfaitement raison. Alors, juste un mot sur les marchés. Comme je le disais tout à l'heure, nous voyons un marché qui repart à la hausse légère. Pour confirmer ce que disait Gérard à l'instant, dans notre prévision aujourd'hui, en 2020, nous ne sommes pas encore revenus au niveau du marché de 2007. Ça vous donne un petit peu l'idée de la manière dont on doit traiter la compétitivité. Parce que la compétitivité, ça ne peut plus être une compétitivité volume. 2020, nous ne sommes pas revenus au marché de 2007, que ce soit pour l'Europe de l'Ouest ou que ce soit pour l'Europe de l'Est. Mais par contre, 2014 meilleur que 2013, 2015 meilleur que 2014, etc. Avec une volatilité beaucoup plus importante sur l'Europe de l'Est, où comme vous le savez certainement, on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on met la Russie, pas la Russie, c'est pas le problème, on s'en fout. Ce qu'il faut simplement se dire, c'est qu'aujourd'hui, la croissance, par exemple, même moi j'ai la Russie dans mon périmètre, mais la croissance ne vient pas de la Russie. L'année dernière en Russie, le marché était à 2 900 000 voitures, cette année il est à 2,7 millions, et l'année prochaine il sera certainement un petit peu en dessous de 2,7 millions. Donc la croissance ne viendra pas de la Russie. Ou en tout cas, on va vendre plus de voitures cette année que l'année dernière, et plus l'année prochaine que cette année, mais ça ne vient pas du marché. Est-ce qu'on a besoin d'une plateforme européenne sur le sujet? Pour avoir eu l'occasion de discuter, et pour être localisé à Bruxelles, pour avoir l'occasion de discuter très très souvent avec le Parlement européen, moi très honnêtement je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui ce qu'on a besoin pour trouver de la compétitivité en Europe, c'est d'avoir de la visibilité sur ce qui va se passer en termes de politique, en termes de stratégie, en termes d'organisation, et pas avoir au niveau du monde politique des gens qui, à un moment donné, changent en fonction de ce qui se passe, en fonction de la manière dont le drapeau va à droite, à gauche, au milieu. On a besoin d'avoir de la visibilité sur quel sera le futur. Et un exemple, et je m'arrête là-dessus. Ça veut dire quoi? Comment organiser ça? Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, on a des discussions pour le Free Trade Agreement entre l'Europe et le Japon. Oui. Il y a quelque chose que l'Europe n'a pas vu. Les gens se battent sur des querelles de clochers, en disant l'industrie automobile européenne dit oh non, non, surtout pas, on va être envahi par les bagnoles japonaises. Mesdames et messieurs, 75% de ce que l'on vend en Europe est produit en Europe, déjà aujourd'hui. La part de marché en Europe de voitures japonaises, est inférieure sur les voitures provenant du Japon, est inférieure à la part de marché de voitures européennes vendues au Japon. 3,5% des voitures japonaises vendues en Europe sont produites au Japon, 5,8% des voitures vendues sur le marché européen sont des voitures produites en Europe. Donc, ça veut dire que le problème n'est pas là. Et ce qu'on n'a pas compris en Europe, et ce que les politiques et les constructeurs n'ont pas compris en Europe, c'est que les futures normes réglementaires, sécurité, environnementale, l'Europe est leader partout. Qui va piloter les normes de demain? Le Japon? Aucune chance. Les États-Unis, ils vont essayer. Mais l'Europe est beaucoup plus forte. Le jour où l'Europe a compris qu'en signant
des free trade agreements, bien sûr, il va y avoir 3-4 trucs qui, à droite, à gauche, vont poser un certain nombre de soucis. Mais on va pouvoir imposer les normes européennes à la planète et à partir de ce moment-là, reprendre une part de compétitivité grâce à cela. Et bien, le jour où on est capable de faire ce déclic, on sort des querelles de simplement corporations, etc. et on fait un pas significatif. Je m'arrête là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Salamon et Monsieur Bichot, dernier mot aussi de vous. On a très peu de temps. Oui. Alors, moi, je vais simplement donner 2 métaphores sur les crises que j'appelle les différentes crises. 2007, 2010, 2011, je la qualifie de violente. À partir de 2011, je la qualifie de brutale. À quel niveau je fais la différence? En 2007, on avait une visibilité sur ce qui allait se passer. On a pris des mesures. On a mis, pour parler technique, quelques airbags autour de l'entreprise pour amortir le choc. Là, depuis 2011, elle est brutale parce que le client vient éroder votre carnet de commandes. Le lendemain de l'annonce de la fermeture de l'usine Ford en Belgique, j'ai 2 équipementiers qui m'ont appelé, qui m'ont dit on annule les commandes. Donc c'est pour ça que je dis que celle-ci est brutale, parce qu'elle abîme votre prospective, parce que vous aviez tenu compte de cet argent-là dans vos schémas de développement. Donc voilà, quelle est la vision d'une PMI au niveau pour qualifier les 2 crises? Donc, moi, simplement pour conclure, je reviens un peu sur le sujet de l'accompagnement des fournisseurs de rang 2 de PMI à l'international, pour partager avec vous le fait qu'en tant qu'équipementier de rang 1, on se sent aussi moteur pour jouer un rôle dans ce domaine-là. Et nos équipes achats dans les 4 commodités, l'une de leurs préoccupations, c'est précisément de savoir identifier les fournisseurs qui accompagnent Faurecia dans les différentes plaques, et nous on suit nos clients, et très souvent on y voit aussi un avantage pour les sociétés de plus petite taille, c'est qu'on les fait bénéficier de l'accès des constructeurs autres que ceux avec lesquels ils travaillent aujourd'hui. Donc on a une espèce de plateforme de rediversification. Donc je pense que ça c'est un élément, je dirais, qu'il faut prendre en compte effectivement pour la compétitivité des PMI. Voilà, merci. Thank you very much. I think we have to conclude here because we're already a little bit over time. Let me try to conclude. I think we have seen that, first of all, we are still in a crisis, and the crisis of volume will probably not be solved before 2020, like Monsieur Leroy says. But what I feel as an outsider and as a journalist more is that there is a vision in the European car industry, which I think is really good. And in that sense, I think we can come back to the old phrase, every crisis is an opportunity. And when I hear from you the way you have responded to some of the questions and the way you have projected yourself in the future, I feel quite comfortable that this industry is going to not only survive, but also to prosper in the future. Thank you very much, and I think we have now our lunch. Thank you.